Voilà, j'introduis donc cette session qui va aborder une thématique qui a été déjà, qu'on a déjà vu apparaître dans les différentes présentations, qui est les intrusions salines, donc un sujet d'importance sur notre territoire. Donc avec quatre présentations, les trois premières vont nous présenter des contextes hydrogéologiques différents, donc plutôt du karst méditerranéen, du socle breton et l'aquifère triasique du normand. Et après, donc, ces études de caractérisation, essayer de mieux comprendre ce phénomène d'intrusion saline, on va s'intéresser à un projet de projection en fait en 2100, voir un petit peu comment prendre en compte ce risque-là et comment l'aménagement du territoire peut s'y adapter. Voilà, donc pour commencer, je vais demander à Flora Lucassou du BRGM de Rennes de nous présenter. Bonjour, je vous propose de commencer cette matinée en retournant en Bretagne pour vous parler de la caractérisation de la sensibilité des aquifères de socle breton aux intrusions salines. Alors, un des petits éléments de contexte pour commencer, c'est une étude qui a été financée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Bretagne et le BRGM entre 2017 et 2019. Au départ de cette étude, on avait des études nationales qui montraient une certaine vulnérabilité de la Bretagne au phénomène d'intrusion saline. On a également de forts enjeux régionaux sur le sujet, avec une côte très découpée en Bretagne de 2700 km. On a ici, j'ai pas remis le schéma classique des intrusions salines avec le schéma du biseau salé. J'ai mis ici un cas extrême où on a une lentille d'eau douce qui flotte sur l'eau salée, qui peut représenter peut-être le cas des îles bretonnes. Également des presqu'îles aussi qu'on a en Bretagne, où on a des estuaires avec la mer qui rentre sur plusieurs kilomètres de part et d'autre de ces presqu'îles. Une pression démographique assez forte, la présence d'un tourisme estival. Des activités économiques aussi qui nécessitent l'utilisation des eaux souterraines sur le littoral en Bretagne. Et puis, je ne l'ai pas mis ici, mais un régime de marée avec de fortes amplitudes et qui peut également accentuer le phénomène. Tout ça dans un contexte de changement climatique. Et la présence de quelques cas avérés. Vous avez ici des exemples en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan où on avait des mesures de conductivité qui montraient des valeurs très très fortes sur le littoral. L'exemple qu'a donné Arnaud Le Gall également mercredi quand il nous a montré les intrusions salines sur certaines îles bretonnes. Mais on n'avait pas de réel inventaire régional du phénomène. Donc il nous a paru important de caractériser la sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines. On a pris comme zone d'étude 5 km autour du trait de côte histolite. Donc ça, c'était un peu arbitraire au départ. Jusqu'où vont les intrusions salines en domaine de socle. On s'est intéressé aussi aux zones basses, donc inférieures à 15 mètres d'altitude, qui étaient ouvertes sur le littoral. Donc c'est les zones que vous voyez ici en rose et qui dépassent à certains endroits des 5 km du trait de côte histolite. Et pour un premier état des lieux, on s'est intéressé aux données qu'on avait au niveau de la base nationale ADES. Donc on a regardé quelles étaient les données qualité disponibles à l'échelle de la Bretagne, pour voir si on voyait bien ce phénomène d'intrusion saline. Donc sur notre zone d'étude, on avait 107 qualitomètres disponibles, et seulement 6 avec des teneurs en chlorure supérieures à 60 mg par litre, et une conductivité supérieure à 717 microsiemens par centimètre. Alors pourquoi ces valeurs Ce sont les valeurs les percentiles, on revient à la bonne diapo, voilà. C'est les valeurs ici de percentile 90 sur la Bretagne. Donc on a une conductivité qui est dans les eaux souterraines qui reste assez faible sur la Bretagne. Donc là, un indice de conductivité un peu plus forte, sachant qu'on a aussi les valeurs sur la frange littorale, où forcément on voit qu'il y a des valeurs de chlorure de conductivité, mais aussi de sodium et de sulfate plus élevées. Donc si on regarde à l'échelle régionale avec les bases de données existantes, c'est un phénomène qu'on ne voit pas vraiment en fait, d'intrusion saline. Donc on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir des chroniques à minima, d'autres données géochimiques éventuellement, et surtout de récolter des données complémentaires plus locales. Pour cela, on a essayé de collecter les données auprès des différents acteurs de l'eau, services de l'État, collectivités, bureaux d'études, foreurs, les sages également.
Et on a mené, dans le cadre du projet adressage sur la frange littorale du sage Argoat-Trégor-Goëlo, donc vous avez ici en vert le sage Argoat-Trégor-Goëlo dans les Côtes-d'Armor. On a mené une enquête sur 35 communes, des exploitants agricoles, grâce à un questionnaire élaboré conjointement avec le sage, avec les collectivités, avec la Chambre d'agriculture et une coopérative agricole, pour récolter des données plus précises sur la présence éventuelle d'intrusions salines. On a eu beaucoup de réponses à ce questionnaire et on a pu avoir des chroniques et des données qui n'étaient pas disponibles dans la base ADES. On a une tendance, ici avec les chroniques de conductivité sur certaines exploitations, on a pu voir une tendance à une augmentation de la conductivité. Et quand on regardait les données de chlorure et de sodium, sur certaines exploitations, on avait une augmentation dans les mêmes proportions des chlorures et des sodiums, avec un rapport chlorure sur sodium équivalent au ratio théorique de l'eau de mer. Donc des évidences de salinisation sur certains secteurs. Donc, certains secteurs sont ressortis de cette étude, vous les avez ici en rouge. À l'inverse, d'autres n'ont pas pu être caractérisés faute de données disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité sur ces endroits-là. Et ensuite, on a essayé de faire une cartographie régionale des secteurs potentiellement vulnérables aux intrusions salines, en croisant différentes informations qui nous avaient semblé importantes. Tout d'abord, les failles et les fractures qui intersectent le trait de côte, la géomorphologie littorale, donc les zones basses, la nature et l'évolution du trait de côte, et puis les analyses physico-chimiques disponibles qu'on avait pu récolter dans le cadre de cette étude. Ce qu'il en ressort, c'est que 80% des ouvrages qui présentaient des concentrations élevées en chlorure et des conductivités également élevées sont situés à moins de 1,5 km du trait de côte et dans une configuration particulière, presqu'île, île ou marais maritime, plus d'un tiers se trouvant à proximité immédiate d'une faille ou d'un linéament. Ça nous a permis d'établir cette cartographie que vous voyez ici, des zones potentiellement vulnérables aux intrusions salines en Bretagne, en première approche, donc une zone tampon de 1,5 km autour du trait de côte et autour des différentes failles qui allaient du trait de côte jusqu'à l'intérieur des terres. Donc on voit que sur certains secteurs, ça peut prolonger le phénomène d'intrusion saline à l'intérieur des terres. On y a rajouté les zones basses, notamment ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, inférieure à 15 mètres NGF. Et c'est une cartographie qui est disponible sur le site internet CIGES Bretagne et sur le visualiseur GeoBretagne pour être à disposition des acteurs de l'eau. On a réalisé des investigations complémentaires dans un secteur test à Plougrescan, dans les Côtes-d'Armor, où on avait vu, grâce à l'étude d'adressage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la présence d'un forage qui avait rencontré de l'eau fortement minéralisée à 1,5 km du trait de côte et un contexte de forte pression sur les eaux souterraines. On a beaucoup de serres de tomates dans le secteur et donc beaucoup de prélèvements d'eau souterraine dans le secteur. Donc on a réalisé des reconnaissances géologiques avec caractérisation des altérites, mesure des fracturations, des investigations géophysiques avec 4 panneaux électriques, donc un panneau perpendiculaire au trait de côte et puis des panneaux parallèles. Tout ça nous a permis de mettre en évidence des compartiments beaucoup plus conducteurs et d'autres beaucoup plus résistants. Donc, les compartiments conducteurs ont été interprétés comme un bassin d'effondrement dans lequel on pourrait avoir ces intrusions salines, et des compartiments de granit sain et de granit plus résistants, délimités par des failles et avec la présence également de filons d'olérite. Je ne rentre pas ici dans le détail. Tout ça pour vous dire que l'important, c'est aussi, dans ce cas-là, c'est la sensibilisation des acteurs locaux. On a mis à jour la plaquette forage en milieu littoral. Vous avez un exemple ici et qui est disponible sur le CIGES Bretagne pour expliquer le phénomène. On a fait des webinaires à destination des services de l'État, foreurs et bureaux d'études, et on a proposé d'avoir un observatoire régional pour mieux caractériser le phénomène. Donc, en conclusion, les intrusions salines, elles sont assez peu identifiées pour l'instant en Bretagne, mais le phénomène existe et s'accentue sur certains secteurs, avec des enjeux économiques parfois importants. On manque clairement d'informations. Quand on travaille à une échelle locale, on se rend compte que le problème existe, mais en fait, pour l'instant, il n'est pas toujours documenté. La caractérisation reste complexe en domaine de socle, et donc c'est important de rappeler les bonnes pratiques pour la réalisation, mais aussi l'exploitation des forages en milieu littoral.
Merci Flora. Notez bien toutes vos questions pour la fin de la session. Ok. Bon. Ça marche. Bonjour. Je vais vous présenter un sujet donc, qui est l'accroissement du risque d'intrusion saline dans les aquifères karstiques côtiers, et notamment en prenant l'exemple du système karstique de Thau. Donc c'était une des questions scientifiques majeures, notamment pour le territoire, d'un projet d'étude, le projet Demoto, qui a été mené sur 5 ans, qui vient de se terminer là, tout juste, avec l'aide des différents partenaires. Là, vous voyez les logos, partenaires financiers, techniques, scientifiques. Et le BRGM était pilote donc de cette étude. Alors, le contexte est le suivant. En fait, l'hydrosystème de Thau, la partie centrale là, d'une grande masse d'eau calcaire, c'est des calcaires jurassiques karstifiés qui sont à l'affleurement dans toutes les zones représentées en bleu ici, et puis sous couverture, sous des formations quaternaires ou pliomiocènes plus récentes. Donc l'hydrosystème de Thau est dans la partie centrale là, de cette masse d'eau. On a un aquifère karstique avec des lignes d'écoulement globalement nord-sud qui convergent vers l'étang de Thau. On est en bordure et la Méditerranée là. Et notamment donc au niveau de la presqu'île. Donc tout le long du chemin, on a des sources plus ou moins permanentes. Donc la source de la Veine, qui est une source intermittente qui va alimenter la petite rivière éponyme. La source d'Isanka ici, qui elle est une résurgence naturelle permanente et qui est utilisée par la ville de Sète pour son alimentation en eau potable. Et puis donc ces eaux arrivent au niveau de la presqu'île de Balaruc. Et l'exutoire, on va dire un des exutoires les plus en aval est la source de la Vise ici, qui est une source sous-marine qui est sous l'étang de Thau. Voilà. Donc vous avez la coupe là à votre droite pour expliquer un petit peu comment on a un mix d'eau, de 3 différentes eaux. Le contexte quand même au niveau de cette masse d'eau, évidemment la ressource en eau souterraine est très importante pour ce territoire. Elle fournit, donc vous avez l'eau douce karstique ici qui est représentée en bleu clair sur ce schéma. Elle fournit, comme je l'ai dit, donc l'alimentation en eau potable. Elle est également utilisée pour l'irrigation, l'industrie. La source de la Vise sort ici dans l'étang de Thau. Elle fournit une eau douce qui est importante pour la vie biologique de l'étang. Il y a un certain nombre de... Voilà, l'étang permet aussi la pêche, la conchyliculture, l'ostréiculture, donc il y a un point économique important. Vous avez également ici, représenté en rouge, les eaux thermales, parce que Balaruc-les-Bains est la première station thermale de France. Elle accueille chaque année plus de 55 000 curistes. Donc, poids économique extrêmement important aussi pour le territoire. Et donc, ces eaux remontent à l'aide d'une faille, d'une structure. Donc, on a mis entre parenthèses en évidence lors de l'étude des motos. Et cette eau chaude va venir se stocker au sommet des calcaires jurassiques karstifiés. Voilà. Et puis, donc, troisième élément, l'eau de mer, l'eau de l'étang, qui est une eau saumâtre, voilà, salée et saumâtre. Donc, en conditions normales, on a une sortie d'eau douce via la source sous-marine de la Vise, donc dans l'étang de Thau. Et puis, donc, en conditions d'inversac, on a une inversion de flux qui fait que ce sont les eaux de l'étang qui vont se déverser, rentrer dans l'aquifère d'eau douce et provoquer un certain nombre de désordres. Voilà. Donc pour répondre à, pour améliorer la connaissance, enfin pour qu'on puisse un petit peu comprendre le mécanisme de cet inversac, on a monté un observatoire à l'échelle de la masse d'eau, bien sûr, puisque on avait besoin de comprendre son fonctionnement amont-aval. Et puis, bien sûr, on a fait un focus sur la presqu'île même de Balaruc-les-Bains, qui est le lieu de ce phénomène d'inversac.
Et nous avons donc noué des partenariats avec les différents producteurs de données, exploitants de la ressource en eau ou établissements publics. Voilà, on a concentré ça sur une plateforme web. Et donc, en parallèle à ces points déjà existants, ces points, ces sources, ces ouvrages, nous avons réalisé 4 forages en flûte de Pan sur la presqu'île, non loin de la source de la Vise. Et évidemment, nous avons équipé la source de la Vise. Voilà. Donc, vous avez ici une vision vue du ciel, quoi. Donc, cette source de la Vise, elle est située à peu près 30 mètres de profondeur sous l'étang. Elle est à peu près à 150-200 mètres du rivage, là, à l'ouest de la presqu'île. Nous avons donc construit, élaboré un système de monitoring qui a été construit spécialement pour ça. On l'a équipé d'un débitmètre d'1 mètre de diamètre, puis des sondes de mesure, différentes sondes de mesure de pression, conductivité, température, et également donc d'un système de tubes avec une petite pompe à terre pour pouvoir faire des prélèvements de cette eau. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la série, les chroniques enregistrées au niveau de la source de la Vise. Et donc, au début de l'équipement, le débit de la source suivait le contexte régional là, de variation de la nappe. Et puis, donc, tout d'un coup, le 28 novembre, nous avons une inversion des flux. Donc, le phénomène d'inversac commence. Et on voit que la conductivité augmente également. Et puis, la température baisse. C'est arrivé en hiver. Donc, la température de l'étang était bien plus froide que la température donc, de l'eau qui sort à la Vise. Donc, là, on est passé d'un volume de 60 litres seconde, d'un régime de 60 litres seconde en sortie, à une intrusion de l'ordre de 350 litres par seconde. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et après, donc, on a une remontée, enfin une baisse un peu de ces infiltrations, mais on reste toujours autour de 200 litres par seconde. Voilà. Et ce phénomène d'inversac est accompagné par une remontée brutale, en fait, au niveau de la presqu'île de Balaruc, de tous les niveaux piézométriques. Vous voyez, cette remontée, elle peut aller jusqu'à 2,30 mètres. Voilà. Donc, le mécanisme, voilà, il figure ici que vous avez l'équipement de la source. Là, cette source, elle est à 30 mètres de profondeur dans une espèce de cône. Donc, en conditions normales, c'est-à-dire quand la pression, la charge hydraulique de l'aquifère est suffisante, donc, et par rapport à la charge de l'étang, on a une sortie. Voilà. Et puis, donc, en conditions d'inversac, on a un basculement, disons que voilà, on a un basculement des flux avec une charge de l'eau de l'étang qui est supérieure à la charge de l'aquifère. Et on a un remplissage très rapide d'un conduit ici, qui se situe dans les formations qui viennent cacheter l'aquifère karstique captif ici. On a un remplissage très brutal de ce conduit par une eau qui est plus lourde. Donc ça va introduire une différence de charge qui est maximum à ce point-là, voilà, qui est en fonction donc de la longueur de ce conduit et puis de la différence de densité des eaux, et qui va se traduire donc par une augmentation, comme j'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la piézométrie, donc sur la presqu'île de Balaruc. Hein, cette charge se transmet, on est dans un aquifère captif. Donc, quand on applique ces équations-là aux observations qu'on a réalisées lors de l'inversac de 2020, on aboutit en fait à une longueur de conduit de l'ordre de 70 mètres, ce qui est assez conforme avec les observations géologiques qu'on a réalisées sur la plateforme. Voilà. Nous avons ensuite procédé à différents types de modélisation pour valider ce schéma conceptuel. Je ne les présenterai pas ici, je n'en ai pas le temps. Mais nous avons déterminé, en fait, nous avons pu modéliser le débit de la Vise à l'aide des équations relativement simples ici, qui s'expriment en fait à l'aide de paramètres qui dépendent de paramètres qui sont mesurés au sein de la presqu'île, qui sont la hauteur d'eau de la lagune de Thau, la charge hydraulique observée sur la presqu'île en un point particulier, et puis là, le contraste de densité entre l'eau de l'étang et l'eau du karst. Voilà. Donc voilà, la modélisation marche plutôt pas mal.
Et grâce à ça, donc, nous avons pu construire un indicateur du déclenchement d'un Versac qui a été mis à disposition donc, des gestionnaires du territoire sur une plateforme web. Voilà. Donc, en fonction donc, des différents paramètres mesurés sur la lagune, hein, qui sont, eh bien, nous avons la situation de l'aquifère et face au risque un Versac. Voilà. Merci Claudine. J'étais tellement absorbé que j'ai même pas regardé le compteur, mais apparemment, elle a bien suivi. Donc maintenant, je devais accueillir Martin Leménil, mais je crois qu'il y a eu un petit changement de dernière minute. Donc voilà. Merci. Donc effectivement, Martin a eu un accident de vélo en venant nous rejoindre et donc ne peut pas être parmi nous. Alors, je suis Frédéric Gresselin d'Adréal et donc je passe Martin pour vous. Oh là là là. Je regarde déjà. Non, ça va, mon temps ne pas. Donc Frédéric Gresselin de l'Adréal qui remplace Martin Leménil qui a eu un accident de vélo en voulant nous rejoindre. Alors, on n'a pas le PowerPoint, ça va être plus compliqué. T'arrives pas à trouver la... Voilà. Parfait. Alors, j'ai vu ces diapos sur papier, mais je n'ai pas vu le défilé de son PowerPoint. Alors, excusez-moi s'il y a un peu de soucis. Donc, je vais vous présenter les travaux de Rivage Normand 2100, qui est un programme de recherche qu'on a construit avec l'Adréal et l'OSUR principalement, mais aussi l'Agence de l'eau Seine-Normandie. L'OSUR, c'est l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. C'est Luc Aquilin et moi-même qui l'encadrons. Plus on avance dans le temps, plus c'est Luc qui intervient en tant que pilote du projet. Et nous travaillons sur les risques hydrogéologiques littoraux, donc ceux que nous avons abordés tout de suite, hein, les risques de salinisation. Mais pour l'instant, nous avons surtout avancé sur les risques d'inondation par les débordements et remontées de nappes phréatiques. Et donc, nous travaillons à la définition d'indicateurs en collaboration avec les collectivités pour essayer de mettre en place des mesures d'adaptation afin de bien organiser notre repli stratégique le moment où il faudra le mettre en œuvre. Alors, la Normandie, au niveau de son littoral, est constituée souvent cordon dunaire avec un marais maritime derrière et puis une paléophalaise qui est le niveau atteint par la mer de Léhémien il y a 120 000 ans avec un niveau marin 6 à 9 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Et donc nous avons la piézométrie de la nappe dans ces territoires qui vient affleurer dans les marais maritimes. On a souvent des points de drainage. J'essaie de trouver la flèche. Voilà. Des points de drainage artificiels ou naturels. Les écoulements s'exercent à marée basse, sur la plage directement, ou via des cours d'eau ou le système de drainage. Et le tout est dominé par la mer dans toutes les zones basses. Et c'est là où nous avons le plus d'aléas. Alors l'aléa, bien évidemment, et les variations du niveau piézométrique sont liées à la recharge par les pluies efficaces et aussi par le niveau marin qui contrôle le système, notamment sa vidange. Nous avons également des contrôles morphologiques, voilà, notamment le cordon dunaire, la taille du cordon dunaire, son volume, qui amortit dans le milieu souterrain les effets de la marée. On a été surpris dans nos études de voir que finalement la marée journalière était absorbée très vite en termes d'énergie par le cordon dunaire et un peu moins au niveau de ces variations, les cycles de 28 jours. Les zones les plus basses sont celles qui sont dominées par le niveau marin et la cote du niveau marin moyen varie de 4 mètres entre la baie du Mont-Saint-Michel et les côtes du Calvados, elle est plus élevée en baie du Mont-Saint-Michel. Nous avons des facteurs de contrôle de l'aléa qui sont en train d'évoluer en lien avec l'élévation du niveau marin régional. Et dans notre étude, nous tenons compte des différents scénarios du GIEC, 2.6 au 8.5,
Pour la Normandie, vous voyez que le 8.5 nous conduit actuellement à plus 0,7 en 2100. On ne tient pas compte des accidents potentiels de fusion accélérée de l'inland 6 antarctique. Nous avons également une modification du signal climatique avec une augmentation sûre de l'évapotranspiration, mais ainsi que Florence Abetz vous l'a présenté hier, nous ne sommes pas sûrs de notre évolution piézométrique, nous sommes dans une zone d'incertitude. Nous travaillons sur des modèles globaux, des modèles régionaux, une quinzaine de modèles, mais nous pensons néanmoins, en faisant la synthèse de tous ces modèles, que nous allons avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité des pluies en hiver, donc pendant la période de recharge, donc une augmentation de l'aléa. Et puis nous avons également des cordons dunaires dont certains sont en cours de démantèlement par la transgression marine, avec des surverses marines qui génèrent des intrusions d'eau salée. Et plus le cordon dunaire est érodé, moins son rôle intervient dans le contrôle de la dynamique des inondations. Il protège les marées maritimes des effets de la marée au niveau de la piézométrie, mais il joue un rôle aussi puisqu'il modifie la capacité de vidange du système. Donc plus il diminue, plus le système se vidange, plus il diminue, plus la marée a de l'influence. Alors, et finalement, l'ensemble des modifications de ces facteurs de contrôle tend à augmenter l'aléa. Le programme de recherche a un budget d'environ 1 million d'euros. Nous avons 3 thèses, 2 postdocs, et plus l'implantation d'un réseau piézométrique d'une 35 points environ. Il a été financé principalement par l'Agence de l'eau, l'ADREAL et la région, mais aussi par l'OSUR et l'IRISA, qui apportent 26% du budget. Et le complément de budget a été trouvé au sein des collectivités du territoire, mais aussi de 2 syndicats producteurs et gestionnaires de la ressource en eau, le SDO 50 et eau du bassin Canet. On n'a pas eu de souci à trouver le financement. Nous avons 5 sites pilotes, 4 dans le département de la Manche et 1 dans le Calvados. Nous les avons choisis afin de couvrir l'ensemble des enjeux présents en Normandie occidentale. C'est un programme qui est né avant la fusion des régions. Et donc, on a continué à travailler sur cette logique de Normandie occidentale. Et parmi ces enjeux, donc, nous travaillons sur des enjeux d'alimentation en eau potable, des enjeux agricoles, à la fois le maraîchage et la production de lait, on a de la céréaliculture, des problèmes d'urbanisme, d'inondation de bâtiments, mais aussi d'inondation de sous-voiries et de réseaux enterrés. Et nous travaillons également sur le ressenti et l'économie, les impacts sur l'économie, les PME et les petites entreprises et les très petites entreprises. Nous avons un modèle qui nous produit l'aléa et ses variations, et nous croisons avec les enjeux pour pouvoir analyser l'évolution des risques à l'horizon 2100 et construire des scénarios d'adaptation. Nous avons équipé nos sites de piézomètres, au niveau desquels nous mesurons bien évidemment la piézométrie, mais aussi la conductivité et la température de l'eau. Les modèles sont classiques, ils ont été construits sous mode flow, la géométrie, les données d'entrée, c'est la recharge de niveau marin, la sortie, c'est le niveau de la nappe, et pour calibrer les modèles, une approche novatrice avec les cours d'eau à l'échelle du bassin versant. Je ne vais pas l'évoquer là, mais vous pourrez éventuellement contacter Martin. Et puis également une approche plus classique sur piézomètre, conductivité hydraulique et porosité. On a fait des modèles très simples dans l'ensemble parce qu'on voulait qu'ils soient reproductibles et régionaliser ces modèles à partir des 5 sites pilotes. Alors voici quelques résultats. Et donc vous voyez ici un export du modèle avec là un cordon dunaire de grande taille. Il fait 2 à 3 000 mètres de profondeur. L'aléa, c'est plutôt les cours d'eau. Et puis vous voyez apparaître aussi des petites taches dans ce cordon dunaire. Ce que vous voyez de cartographié ici, c'est la fréquence de dépassement de la profondeur de nappe de la ZNS inférieure à 30 cm. Pardon, je me suis mal exprimé. Nous avons une forte vulnérabilité proche des cours d'eau, au niveau des zones basses du littoral.
Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous développons des indicateurs qui dépendent des enjeux. Donc, par exemple, ici, c'est la cartographie de l'épaisseur de la zone non saturée inférieure à 30 cm, parce que nous visons une compréhension de ce qui va se passer en termes d'impact sur la stabilité des sols et la capacité à pouvoir les labourer et les semer, notamment pour le maraîchage. Et donc, nous travaillons à la fois sur des variations de durée, de fréquence du risque, mais aussi sur sa localisation dans le temps, c'est-à-dire que pour l'agriculture, ici, ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer en janvier, février, mars, pendant la période où on va semer certaines espèces. Mais pour les campings, par exemple, cette période-là, on s'en fout un petit peu. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer durant l'été, là où le chiffre d'affaires est le plus important. Alors voici un exemple de sortie graphique du modèle, avec en rouge ici, dans le secteur de Saint-Germain-sur-Ré, la côte ouest de la Manche, les zones urbaines, et en bleu, l'évolution de la vulnérabilité en fonction, en se projetant dans le temps. Et les zones qui sont en bleu sont les zones qui sont inondées 30 à 70% de l'année. Et donc vous voyez une augmentation importante de l'aléa dans tout le massif dunaire, au niveau duquel sont implantées les stations balnéaires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons une augmentation de l'aléa dans l'arrière-pays, et donc ça va contraindre fortement l'agriculture aussi de l'arrière-pays. Alors pour ce qui concerne cet exemple-là, et pour les zones urbaines, vous voyez qu'actuellement la vulnérabilité est de l'ordre de 27% des surfaces de ces zones urbaines-là, incluses dans le périmètre du modèle, et qu'à l'horizon 2100, 50% de la zone de la station balnéaire seront atteints. Merci de conclure, effectivement. Donc, modélisation de l'aléa, couplage des enjeux au territoire, beaucoup d'avancées scientifiques, notamment, on avait des a priori sur le rôle de la marée. Et puis, on ne connaissait pas le rôle protecteur du cordon dunaire. Nous travaillons beaucoup maintenant avec les élus en termes de communication et de sensibilisation. Nous essayons de monter les scénarios avec eux. Sur quoi nous travaillons actuellement ? L'estimation économique des impacts. Nous analysons beaucoup le côté social. Désormais, nous avons une thèse qui est en cours et qui va se poursuivre dans les 2 ans à venir. Nous allons régionaliser nos données sur le littoral de Normandie occidentale. Nous n'avons encore que peu travaillé sur le biseau salé parce que les collectivités qui ont la maîtrise d'ouvrage des réseaux piézométriques ont mis beaucoup de temps à les implanter parce que nous sommes rentrés immédiatement en début de programme dans la crise sanitaire. Et donc, nous avons eu du mal à nous concerter et établir les cahiers des charges et faire en sorte que les foreurs interviennent. Et donc, nous avons encore 2 réseaux piézométriques sur les 33 points. Nous avons encore 8 points qui ne sont pas encore installés 4 ans après le début du programme, alors que nous sommes en train de rédiger les livrables du programme. Voilà. Et donc, nous allons co-construire nos scénarios prochainement.